Alors, merci d'être là, malgré les intempéries, formidable. Donc, dans le cadre du cycle de conférences du GNIPL, aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Frédéric Tordeau, qui est psychologue clinicien, docteur en psychologie et chercheur associé à l'Université Paris-Cité, responsable et fondateur du diplôme universitaire de cyberpsychologie clinique et psychopathologie contemporaine à cette même université. Donc je vais citer quelques-uns de ses ouvrages. Le numérique et la robotique en psychanalyse, Le moi cyborg, psychanalyse et neurosciences de l'homme connecté, et avec Serge Tisseron, L'enfant, les robots et les écrans, ou Comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie, et avec monsieur Albert Chicone, Psychopathologie du sujet contemporain. Vous avez ces ouvrages qui sont là, si cela vous intéresse. Avant de donner la parole à notre intervenant, je voudrais donc laisser Jacqueline, notre plasticienne, dire quelques mots. Voilà, c'est juste un petit mot sur une anecdote qui s'est produite à propos de la séance dernière. J'avais fait un modelage qui est ici et qui n'est pas tout à fait celui que j'avais fait le mois dernier, puisque je vidais les pièces et après je les ai fait cuire. Et à la cuisson, il y a une pièce qui a éclaté. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que le thème du mois dernier, c'était morceaux de corps morcelés. Et qu'effectivement, l'inconscient était passé quelque part. Et voilà. Et donc j'ai recollé. J'ai gardé les morceaux et je les ai recollés. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal. C'était une bonne illustration du thème précédent. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence sur effectivement le corps connecté. Je vais faire ma présentation en deux parties distinctes. Le corps connecté sera évidemment une des deux parties, mais d'abord je vais introduire cette première partie par le contexte dans lequel nous nous trouvons d'une psychopathologie contemporaine, pourrait-on dire, parce que ce qui est essentiel à penser entre nous pour comprendre précisément ce que nous allons aborder ensemble ensuite sur le corps connecté, c'est qu'on assiste à une bascule anthropologique fondamentale qui a des conséquences sur la façon dont le sujet va se comporter, dont il se représente soi-même et les autres, ainsi que sur la manière dont il va faire face à de nouvelles expressions de souffrance psychique et sur la psychopathologie. Donc cette bascule anthropologique, elle a des conséquences et des transformations dans la construction des subjectivités, des identités, des relations, dans l'émergence de nouvelles souffrances psychiques, dans des formes de présence au monde, en lien avec les technologies, donc ça c'est le domaine de la cyberpsychologie clinique, et dans l'espace thérapeutique. Et donc tout ça c'est le champ de la psychopathologie contemporaine, du sujet contemporain. Alors, pour comprendre ce qu'on peut appeler psychopathologie du sujet contemporain, il faut envisager précisément le contexte contemporain dans lequel le sujet se trouve. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le contexte d'une désubjectivation. En 1989, peut-être savez-vous que Jean Baudrillard évoquait un individu incapable de véritable subjectivation. Être sujet, en effet, c'est s'affronter à une altérité, c'est mobiliser sa subjectivité, c'est développer une pensée réflexive, mais à l'inverse, l'individu tend, lui, au contraire donc du sujet, à faire simplement fonction dans un ensemble, comme opérateur, comme agent de la masse ou simplement comme consommateur. Alors Zygmunt Bauman, il va prolonger ce diagnostic en décrivant une vie liquide, c'est-à-dire une vie de consommation où les individus traitent les fragments du monde, personnes et choses, comme des objets qui perdent leur utilité aussitôt qu'on les utilise. C'est-à-dire que personne et objet
sont traités comme des biens périssables, des produits jetables. Alors, le monde contemporain favoriserait, autrement dit, une forme de réification du sujet, selon le philosophe allemand Axel Honneth, dont l'expression la plus courante va consister à se traiter soi-même et les autres comme des objets. Alors, au sein de ce contexte contemporain, on assiste aussi à une dérégulation des liens sociaux, du lien social, du lien groupal, familial, parce que on est les témoins de dérégulations multiples, rupture des schémas traditionnels de la transmission, des modèles éducatifs contradictoires, surcharge des tâches parentales, des crises économiques, environnementales, politiques, menaces sur le travail par les intelligences artificielles, menaces de guerre, etc., etc., etc. Tout ça crée des disruptions contemporaines qui affectent aussi les liens primaires d'attachement. De nombreux parents ou éducateurs qui sont absorbés par le travail, les crises, la consommation, les contraintes du quotidien deviennent de plus en plus indisponibles psychiquement. Et comme ils sont indisponibles psychiquement, ils ne parviennent pas suffisamment à renvoyer l'enfant à sa propre vie psychique. Alors vous savez, hein, c'est la fameuse formule de Winnicott, hein, quand le bébé regarde sa mère, qu'est-ce qu'il voit? C'est lui-même, c'est-à-dire que sa mère fait miroir parce qu'elle lui renvoie sa propre subjectivité. Bon, imaginez-vous qu'il y a un très grand nombre de dérégulations dans le lien social qui créent des micro-ruptures dans la relation qui fait que le parent est moins disponible psychiquement à l'enfant. De la même manière, les enfants vont se tourner vers les écrans, les intelligences artificielles, les réseaux qui prennent progressivement la place des canaux classiques de la transmission. Et à cela s'ajoute la technoférence parentale liée à l'usage intensif des écrans par les adultes qui va interférer dans la relation parent-enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans une relation avec mon enfant et que je mets constamment une technologie comme écran à la relation, bien sûr que je crée, encore une fois, des micro-ruptures dans les attachements. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que la technologie en est responsable, hein, parce que si on s'intéresse à la dynamique familiale, on voit bien que l'écran est souvent lié à un dysfonctionnement familial, qu'il faut interroger évidemment la dynamique familiale sous-jacente. Mais toutes ces dérégulations, tous ces changements, cette disruption contemporaine va mettre à mal les liens entre les individus, où les relations vont devenir plus labiles, plus précaires. Et cette fragilisation du lien, elle va aussi se manifester dans le numérique, hein, où l'autre peut être recherché pour correspondre exclusivement à des intérêts. Le ghosting, hein, qui mettre fin à une relation sans avertissement, va illustrer ce phénomène. Mais de même, la sexualité qui va pouvoir devenir par le biais d'applications de rencontres, hein, un objet de consommation, où l'autre va être rencontré via des applications et consommé, puis jeté. Les sujets, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, utilisent une forme de dissociation, mais aussi des pratiques dissociatives. Ces pratiques vont les protéger temporairement de l'expérience du vide, mais paradoxalement vont entretenir, maintenir ce vide. Alors moi j'appelle agir dissociatif ces formes contemporaines de passage à l'acte qui vont couper le sujet de lui-même dans une quête paradoxale du vide. Ces formes d'agir témoignent justement de cette dissociation généralisée, devenue structurelle, symptôme d'une rupture anthropologique. Et donc l'objectif, si vous voulez, de ces pratiques dissociatives, c'est pas du tout de se connecter à soi, mais c'est toujours de se déconnecter de soi, de se déconnecter de son corps. C'est une forme de passage à l'acte qui va consister en une déviation subjective de l'expérience du sentiment de soi, comme une relocalisation du sujet à la surface de lui-même. C'est une manière tout à fait contemporaine de parler du faux self, hein, ou des formes d'imposture normale dont parlait Hélène Deutsch. Donc cette manière de se désensibiliser, de flotter à la surface de soi-même, à la recherche du vide, donc va se trouver dans de très nombreuses conduites contemporaines. L'exemple le plus saisissant, hein, c'est sans doute celui effectivement de ces personnes, les yeux rivés à leur téléphone comme hypnotisés,
une illustration qui manifeste encore cette désubjectivation. Certains adolescents vont utiliser aussi, vont s'adonner d'une manière excessive à des pratiques proches du rêve lucide ou ce qu'on va appeler le shifting, c'est-à-dire cette expérience mentale qui va consister à s'immerger dans des expériences presque hypnotiques, quasi hypnotiques, pour incarner des personnages de la fiction. Mais le même phénomène existe chez les adultes qui vont utiliser certaines pratiques de développement personnel ou même la méditation comme pratique dissociative. Et ce qui est intéressant là de vous dire, c'est que c'est comme si le vide était recherché pour lui-même. C'est-à-dire que dans cette perspective contemporaine, c'est comme si le vide était devenu un objet négatif de convoitise chez le sujet contemporain. La dépression blanche, elle trouve aussi d'autres formes d'expression, ou plutôt elle est masquée par d'autres formes d'expression. Et ces expressions, elles parlent de la place que prend le stress dans nos sociétés, où les digues internes, elles sont sans cesse menacées de rompre devant toutes ces dérégulations contemporaines dont on a parlé. Le stress devient une modalité de régulation existentielle. Dans ce contexte de dissociation et de désubjectivation, certaines personnes vont développer ce que j'ai appelé des prothèses psychiques qui vont être conçues comme des tentatives pour maintenir ou pour reconstruire leur subjectivité grâce à une figure artificielle du double. Donc ces sujets vont chercher ailleurs un miroir, un moi auxiliaire, c'est-à-dire un dispositif externe qui vont leur permettre d'étayer une subjectivité en déroute, qui s'efface. Le recours à l'intelligence artificielle va illustrer très bien cette tendance. Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui vont vous dire utiliser les IA comme des psychologues. Mais si vous observez de plus près, elles font en réalité un usage voisin de celui d'un coach de vie, cherchant auprès de ces intelligences artificielles des indications pratiques sur ce qu'il convient de faire, de penser ou de dire dans telle ou telle situation, c'est-à-dire pour répondre à des interrogations existentielles. Le vide vidé de son vide, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide. De son vide, vide rempli et vidé de son vide, vide vidé de son plein, en plein vide. Autre secret du vide et du plein. Le sujet, parce qu'il est désubjectivé, cherche à devenir sujet autrement, en déléguant ou en prolongeant certaines de ses fonctions psychiques à des machines, comme on l'observe notamment avec les usages des smartphones comme des intelligences artificielles aujourd'hui. Comme si la prothèse précisément n'était plus une prothèse. Comme si la prothèse devenait progressivement ce qu'on pourrait appeler une orthèse psychique, c'est-à-dire que le sujet ne se laisse plus remplacer par la technologie, mais il demande à étayer par la technologie une partie de sa subjectivité. Je le dis un peu en préambule, nous avons la possibilité d'étendre notre surface psychique aux technologies, afin que ces technologies deviennent une partie de nous-mêmes, pourrait-on dire. Et donc, à l'ère des mondes numériques, on peut tout à la fois être hors de son corps, tout en restant dans son inconscient, à l'intérieur de son propre psychisme. Vous allez comprendre petit à petit cette pirouette paradoxale de l'émergence d'une intimité paradoxale, c'est-à-dire d'être à la fois hors de son corps et à l'intérieur de notre vie psychique,
permis par un certain nombre de technologies qui nous permettent de créer une illusion subjectivante d'habiter ces technologies, on pourrait dire. Donc, notre intimité devient elle-même paradoxale, extérieure au corps, intérieure au moi, ce qui va traduire donc un bouleversement majeur dans l'expression de la subjectivité et dans la construction de l'identité. Donc le monde tel que le sujet contemporain se le représente, le sujet connecté se le représente, n'est plus du tout celui de ses parents ou de ses éducateurs qui sont nés dans la culture du livre ou même dans la culture de la télévision, qui est finalement une culture assez linéaire. Dans sa vie psychique, le monde est composé à la fois du monde physique et du monde numérique. Et l'individu va passer constamment de l'un à l'autre dans une traversabilité continuelle. Effectivement, on assiste à une virtualisation du corps, à une abstraction du corps qui, d'ailleurs, prolonge les débats contemporains sur la différence des sexes, des genres, certains allant jusqu'à suggérer que le genre n'est plus une composante essentielle de l'identité, envisageant même une société post-genre. C'est-à-dire que de plus en plus, dans le développement de l'individu, le corps physique n'est plus le seul point d'ancrage de l'identité. Il est redoublé par un corps numérique. Donc ça, c'est absolument fondamental parce qu'on comprend un certain nombre d'usages dont je vais parler tout à l'heure vis-à-vis de la technologie, quand on comprend qu'effectivement, le corps physique n'est plus le seul point d'ancrage du développement de l'identité, mais également un autre point d'ancrage est le corps numérique. Et évidemment, plus la réalité sera métissée par des technologies, plus sans doute ce développement va se faire. Qu'est-ce qui permet dans les processus psychiques la relation subjective aux technologies? Dans la mesure où ces objets technologiques sont autant de supports qui vont permettre au sujet d'entrer en relation subjective, psychique avec lui-même. Et pour le dire autrement, les espaces numériques, par exemple, dont les réseaux sociaux, sont non seulement représentés comme un autre monde, mais ils sont aussi vécus dynamiquement à l'intérieur de notre inconscient comme des espaces internes qui peuvent alors prendre la place de fonctions psychiques. Alors pour le comprendre, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, le comportement d'un adolescent à qui on va confisquer son portable ou sa console de jeux vidéo. Bon. Alors, ce que vous allez voir si vous confisquez sa console de jeux vidéo ou son portable, c'est qu'il va avoir, dans un certain nombre de cas, une réaction extrêmement vive. Sur le plan dépressif ou celui même de l'agressivité. Comme si quoi? Comme si on lui avait arraché une partie de sa vie psychique. Comme si on l'avait amputé d'une partie de lui-même. Ce qu'il faut envisager maintenant, c'est que cette réaction très vive pourrait être liée à ce prolongement de la vie psychique aux technologies, parce que les contenus personnels qui sont déposés dans le téléphone sont intimes, internes, et toute intrusion va être vécue comme une effraction dans la vie psychique et non pas simplement une effraction dans le téléphone, pas simplement comme une violation matérielle. Le corps est l'objet d'une transformation, d'une personnalisation, la peau, l'image du corps, mais comme vous avez compris, dans le monde contemporain, ce n'est plus seulement le corps physique, mais c'est aussi la peau numérique. Et je vais en terminer par cette vignette avec le philosophe Ken Guilhem sur les rapports du corps à la machine. Donc, le philosophe, il a proposé d'inverser la formule de Descartes concernant les rapports de l'organisme et de la machine. Ce ne sont pas les organismes qui sont des machines perfectionnées,
comme le croyait Descartes, nous dit Kenguilhem, mais c'est la machine qui est un organe. Autrement dit, la technique s'inscrit dans le prolongement d'une activité vitale. Et donc les outils pour Kenguilhem sont des sortes d'organes techniques. L'intelligence artificielle, c'est une externalisation de notre appareil à langage, si on prend les modèles les LLM, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on a de cesse de fabriquer des outils qui sont l'externalisation des caractéristiques de notre corps humain. Prête-moi ta cervelle, cède-moi ton cerceau, ta cédille, ta certitude. Cette cerise, cède-moi cette cerise, ou à peu près une autre. Cerne-moi de tes cernes, précipite-toi dans le centre de mon être, sois le cercle de ce cercle, le triangle de ce cercle, la quadrature de mes ongles, soit ceci ou cela, ou à peu près un autre. Mais suis-moi, précède-moi, séduction. Entre la nuit de ton nu et le jour de tes jours, entre la vie de ton visage et la pie de tes pieds, entre le temps de tes tempes et l'espace de ton esprit, entre la fronde de ton front et les pierres de tes paupières. Entre le vent de ton ventre et les nuages de ton nu, entre le nu de ta nuque et la vue de ta vulve, entre la scie de tes cils et le bois de tes doigts, entre le bout de tes doigts et le bout de ta boucle, entre le nez de tes nerfs et la fée de tes fesses, entre l'air de ta chair et les larmes de ton âme, entre l'eau de ta peau et le seau de tes os, entre la terre de tes artères et le feu de ton souffle, entre le sein de tes seins et les seins de tes mains, entre les villes de ta cheville et la nacelle de tes aisselles, entre la muse de tes muscles et la méduse de ton médius, entre le menton de ton menton et le tulle de ta rotule, entre la pulpe de ta pupille et la serre de tes cernes, entre les oreilles de tes orteils et le cervelet de ton cerveau, entre les frontières de ton front et le visage de ton visage, entre le pouls de tes poumons et le pouls de ton pouce, entre les plantes de tes plantes et le palais de ton palais, entre les roues de tes joues et les lombes de tes jambes, entre la haine de ton haine et les haines de tes veines, entre les cuisses de tes caresses et l'odeur de ton cœur, entre le génie de tes genoux et le nom du nombre du nombril de ton ombre, l'écho du corps, Gerasim Luca. Merci Fabio, merci Frédéric pour cette belle intervention. Je vais donc maintenant passer le micro à Nathalie. Merci Frédéric pour cette présentation. Donc j'ai noté un certain nombre de choses, mais quand vous parlez d'externalisation, mais aussi d'une internalisation de la technologie qui doit être, que le sujet doit s'approprier subjectivement, doit l'investir, en fait ça me faisait penser à l'histoire des greffes aussi, de la greffe qui arrive comme ça en remplacer ce qui manque ou remplacer ce qui dysfonctionne et qui peut être accepté ou rejeté aussi. J'ai noté plein de choses. C'était vraiment intéressant de considérer que le moi pouvait s'étendre comme ça sur des interfaces avec cette boucle réflexive. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que ce corps-là, on pourrait le contrôler, on pourrait l'optimiser, le modifier, quand le corps réel nous échappe en fait. Et du coup, je trouvais cet aspect particulièrement intéressant par rapport à la construction aussi du sujet. Dans l'histoire, toutes les grandes révolutions technologiques
ont engendré des phénomènes de panique morale très forts, parce que précisément ils viennent créer cette disruption dont on parle. Disruption. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après. L'intelligence artificielle, il y a un avant et un après. Et non seulement il y a un avant et un après, mais c'est irréversible. C'est ça la disruption. C'est-à-dire que non seulement il y a un avant et un après, et en plus de ça, c'est irréversible. Ce qui est nécessairement le sujet d'angoisse existentielle majeure chez tout un chacun. D'ailleurs, vous l'avez observé, depuis que ChatGPT est arrivé sur le marché, on va dire, il y a effectivement un très grand nombre d'angoisses qui prospèrent, parce que, et une des angoisses fondamentales, c'est celle de se dire, mais alors, je vais être remplacé. Mais alors, une machine peut être plus intelligente que moi. Mais alors, elle peut parler aussi bien que moi, voire mieux. Autrement dit, ChatGPT crée un certain nombre d'angoisses parce qu'elle vient nous déposséder de ce que nous pensions faire partie de la spécificité de l'être humain. Et ce que nous avons, si vous regardez avant ChatGPT, ce qui nous permettait de nous distinguer du vivant, en tout cas d'une partie du vivant, c'était le langage. C'est-à-dire, bah oui, mais on est doué de langage, et bon, bah aujourd'hui, il y a une machine qui est capable de parler, de manier un certain nombre de créer une simulation d'appareils de langage qui est tellement convaincante qu'on a le sentiment, que certaines personnes ont le sentiment de pouvoir parler avec une machine comme avec un être humain. Plus que ça, elles ont parfois l'impression de parler avec une machine plus humaine que l'être humain ne l'est. Alors, est-ce que Jacqueline peut nous dire quelque chose de ce qu'elle a créé là? Oui, alors j'étais un peu perplexe et un peu mal à l'aise par rapport à la thématique d'aujourd'hui, l'homme connecté, l'homme cyborg. Et je ne voyais pas très bien ce que j'allais pouvoir représenter, donc j'ai eu recours aux vidéos pour vous entendre et vous voir aussi, Monsieur Frédéric Tordeau. Donc, écoutez, j'ai accroché dans votre discours à certains mots qui m'ont renvoyé à des images. Donc, alors les mots, c'est le vide, le glissement aussi, le creux et le poreux. Et j'ai fait à partir de là des petites figurines comme des enveloppes un peu fantomatiques, vides. Voilà, un contenant vide. Et puis après, j'ai réfléchi, une autre image m'est venue par rapport à votre thématique de dépression blanche qui a évoqué l'image d'une tête pas trop expressive, un peu inaffective, et que je me suis mis à creuser au niveau de l'intérieur de la face et du crâne pour évoquer ce vide, ce gouffre dont vous parlez dans vos discours et dans vos livres. Voilà. Non, mais moi, j'ai pu lui dire en préambule déjà que je trouvais admirable le fait qu'on crée en même temps en temps d'une conférence. Ça met du sens. Voilà. Et effectivement, vous mettez à nouveau du sens. Alors, est-ce qu'on peut créer à partir du vide chez le sujet? Je n'en suis pas persuadé. Par contre, on peut créer à côté du vide, lui donner des bords, oui, et lui donner peut-être moins d'importance au vide, parce que le vide, il existe toujours. Et c'est aussi une erreur contemporaine, quand on est, par exemple, traumatisé, de croire que si on va aller voir un psy, on va restaurer son traumatisme et se rebooter. Non, le trauma négatif, s'il est à l'intérieur de nous, il existe.
Le but, c'est de lui donner moins de place. C'est de le rendre visible au sujet d'une manière qu'il puisse se l'auto-représenter, et ensuite donner d'autres places à quelque chose d'autre. Donc effectivement, j'aime assez l'idée que il y ait un autre personnage qui vienne donner moins de... Voilà, voilà.